c'est pour ça que Doctor Who est la meilleure série. Qu'est-ce que... Pourquoi Doctor Who est la pire série du monde? Vous allez voir, Philistine, les plages de la planète Gabraxor sont l'une des 7 merveilles de la constellation du Cygne. C'est étrange, docteur, la planète Gabraxor ressemble à s'y méprendre à une campagne française de notre époque. C'est bien la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que le TARDIS ne vous amène pas là où vous le souhaitez. Non, c'est la première fois que lorsque le TARDIS ne m'amène pas où je souhaite, je n'arrive pas à Londres. Bon, on va faire un nouvel essai. Eh bien, Philistine, vous ne venez pas? C'est étrange, le Tropper a sorti une nouvelle vidéo. Le qui? C'est un vidéaste, mais je pensais qu'il aimait Doctor Who. Docteur qui? Cet automne, nous célébrons les 60 ans de la série britannique Doctor Who. En effet, c'est le 23 novembre 1963 qu'est diffusé le tout premier épisode d'une série de science-fiction à portée éducative dans laquelle 2 professeurs, Ian et Barbara, suivent une de leurs élèves, Suzanne, après les cours et découvrent le vaisseau de son grand-père, le Docteur. On dirait que ça parle de vous? Non, ça c'est le Docteur britannique de la BBC. Moi je suis une version alternative d'un univers où c'est l'ORTF qui a créé la série. Ma première incarnation était jouée par De Funès. Ah ouais. Ce vaisseau, c'est le TARDIS, une machine à remonter le temps plus grande à l'intérieur qu'elle ne l'est à l'extérieur et déguisée en une police box, sorte de cabine téléphonique britannique qui servait aux forces de l'ordre pour détenir des suspects ou prendre des pauses repas. L'idée de base, c'était de transporter un standard du mobilier urbain britannique contemporain à travers toutes les époques et tous les lieux pour créer un contraste amusant. Mais paradoxalement, les police box étant tombées en désuétude au fil des années, le TARDIS est devenu en lui-même l'icône de la série. Avant tout pensé comme un programme éducatif, Doctor Who était censé alterner entre des passages historiques dans le passé et des passages scientifiques dans le futur ou l'espace. Ce choix a été cristallisé autour des 2 protagonistes, Ian, professeur de sciences, et Barbara, d'histoire. Le docteur éponyme était alors un personnage secondaire, plutôt malicieux et malveillant, permettant le voyage d'un épisode à un autre et causant des problèmes. Mais sous l'impulsion de l'acteur William Hartnell, qui souhaitait faire plaisir à ses petits-enfants, le personnage s'est adouci au fil des épisodes pour lentement devenir un gentil grand-père avide d'aventure. Suzanne, la petite fille du docteur, finira par partir, initiant la tradition du changement de compagnon qui perdure à ce jour. Ce seront ensuite Ian et Barbara qui quitteront le TARDIS, ne laissant que le docteur comme représentant du cast original. Mais même ça était voué à changer. La santé défaillante de William Hartnell ne lui permettait en effet plus d'apprendre ses textes et la série semblait partir pour se terminer après 3 saisons. Mais au vu de son succès auprès du public, les showrunners ont décidé de faire quelque chose qui aurait très bien pu être un fiasco total, mais qui entrera dans l'histoire de la série et de la culture populaire. À la fin du serial The 10th Planet, un docteur très affaibli perd conscience, puis se réveille avec un tout nouveau visage, celui de Patrick Troughton. Le mien c'était Yves Montand. Rien que ça. À quoi bon être dans une réalité alternative si on ne peut pas prendre les plus grands noms? La mayonnaise va prendre et Troughton devient donc le 2e docteur, une version plus jeune, plus aventureuse, mais aussi plus douce, plus cool. De vieil aristocrate, le docteur devient une sorte de clochard de l'espace, inspiré des Beatles, et la série peut continuer, laissant peu à peu place à de nouveaux compagnons. Malheureusement, la majorité des épisodes de cette période, et surtout ceux du 2e docteur, ont été perdus. Afin de faire des économies de pellicule qui coûtaient cher, la BBC a en effet réenregistré par-dessus un grand nombre d'épisodes. Ainsi, tout un pan de l'histoire de Doctor Who est aujourd'hui disparu, ne laissant derrière que des enregistrements de l'audio des épisodes agrémentés de photos de tournage diffusées dans la presse ou même d'animations à la qualité discutable. Et c'est tant mieux. Tant mieux qu'on soit débarrassé de cette bouillie enfantine aux effets spéciaux misérables. Si ça n'en tenait qu'à moi, on aurait dû tout cramer et laisser cette série disparaître. Eh bah dites donc, il est pas très bienveillant ce TikToker. Quelque chose cloche, c'est pas son genre. Il peut être consensuel, démago, hypocrite ou incapable de faire le point dans ses vidéos, mais
Il est jamais méchant comme ça. La célébrité peut parfois monter à la tête. Quoi? Il est pas célèbre, il fait des vidéos sur YouTube. Malheureusement, malgré l'important coup d'un feuilleton dont chaque série d'épisodes se passe dans un lieu et une époque différente, avec des décors et des acteurs secondaires différents, la BBC trouve un moyen de la continuer tout en limitant son budget. Ainsi, en 1969, Doctor Who passe à la couleur, mais change également de genre. Fini les aventures à travers le cosmos, le TARDIS est rendu impilotable par les Seigneurs du Temps et forcé de rester sur Terre dans les années 70-80, à peu près. Les aventures tournent donc autour d'UNIT, une institution militaire des Nations Unies spécialisée dans les menaces extraterrestres, et la série se teinte d'une ambiance à la James Bond. On découvrira d'ailleurs que l'interprète du 3e Docteur, Jon Pertwee, avait servi comme espion durant la guerre et était l'une des véritables inspirations de Ian Fleming pour son personnage de 007. C'était qui le 3e Docteur de la version RTF? Belmondo. Il était peut-être pas espion, mais c'était un syndicaliste. C'est un autre type de héros. C'est quand il est coincé sur Terre que, pour les showrunners, le Docteur commence à avoir besoin d'une némésis. Il se décide donc à créer un Moriarty à son Sherlock, et c'est ainsi qu'apparaît le meilleur personnage de la série, si ce n'est le seul qui compte, le Maître. Et vous devez lui obéir. Je crois que vous avez raison, Philistine, quelque chose cloche. Docteur? Ok, j'ai la localisation spatiale et temporelle du tournage de cette vidéo. Au TARDIS. On va rencontrer le Tropper? Oui, bon, ça vaut pas Belmondo, mais j'ai un mauvais pressentiment. Si je ne les ai pas mentionnés jusqu'ici, il ne faut pas oublier que les méchants de Doctor Who font le cœur de la série. En effet, le premier serial, au temps des Hommes des Cavernes, avait connu un succès mitigé, et c'est le suivant qui cimentera Doctor Who dans la culture populaire britannique, Dalek. Les aliens exterminateurs sont au moins aussi iconiques que le TARDIS ou le tournevis Sonic. Ces créatures visqueuses et dégoûtantes qui s'enferment dans des tanks personnels pour détruire tout ce qui ne leur ressemble pas sont une allégorie très transparente du nazisme. Leur xénophobie, leur violence, leur haine vont rapidement en faire un miroir du Docteur qui deviendra, en réponse, ouvert à tous, pacifiste et débordant d'amour et de curiosité de l'autre. Ce sont les fascistes qui donnent naissance aux plus british des antifas. La dernière aventure du premier Docteur voit apparaître une autre espèce antagoniste culte, les Cybermen. Une espèce anthropoïde qui a choisi la voie du transhumanisme au détriment de tout ce qui fait l'humain et cherchant à convertir toutes les espèces intelligentes en Cybermen. Il considère que les émotions sont un poids dont il faut libérer les formes de vie organiques pour devenir des êtres mécaniques de raison pure. On peut y voir une critique du communisme soviétique visant à effacer toute différence au nom de l'égalité et du progrès. Quant au premier antagoniste récurrent qui ne sera pas une race d'aliens mais un véritable personnage, c'est le Maître. Initialement interprété par Roger Delgado, cet ami d'enfance du Docteur est censé être son égal intellectuel mais son opposé moral. Il se sert de sa supériorité sur les humains pour faire avancer ses propres intérêts et n'hésite pas à utiliser la violence s'il le faut. C'est également à cette époque que la série se penche plus sur les origines mystérieuses du Docteur. Le dernier épisode du 2e Docteur nous révèle le nom de son espèce, les Seigneurs du Temps, et l'une des premières choses que l'on apprend sur le 3e, c'est qu'il possède 2 cœurs. Avec le Maître, on découvre un autre Seigneur du Temps renégat qui possède son propre TARDIS et est capable de rivaliser avec le Docteur aussi bien intellectuellement que physiquement. Durant toute sa première saison, il est l'antagoniste de chaque épisode et on creuse ainsi sa relation avec le Docteur. L'idée de base étant qu'il aurait un arc de rédemption lui permettant de se sacrifier dans le final de la saison suivante pour sauver son ennemi juré. Malheureusement, Roger Delgado décédera avant que cette scène ne soit tournée et le personnage du Maître lui survivra. Le Maître survivra. C'est pas vrai. Allez Titine, tu peux le faire. Qu'est-ce qui se passe, Docteur? Le Maître a dû se servir de son TARDIS pour brouiller les signaux temporels. J'arrive pas à atterrir. C'est quoi des signaux temporels et comment on peut les brouiller? Eh bien c'est très simple, il s'agit de... En 1973, la série fête ses 10 ans, et pour l'occasion, un serial est diffusé, Les 3 Docteurs. Patrick Troughton revient pour donner la réplique à Jon Pertwee et William Hartnell, très affaibli par sa maladie, intervient de façon épisodique pour conseiller ses successeurs. Cet épisode multidocteur se termine en rendant la capacité au Docteur de piloter le TARDIS. Ainsi, l'ère d'espionnage coincé sur Terre se termine. Le Docteur rencontrera la journaliste Sarah Jane Smith avec laquelle il voyagera quelques temps jusqu'à ce qu'une forte dose de radiation ne le pousse à se régénérer. C'est d'ailleurs là que le terme de régénération est employé pour la première fois. Avant ça, on parlait du changement de corps du Docteur. Mais fortement inspiré par la philosophie bouddhiste, le showrunner Barry Letts se posera les bases essentielles au concept de régénération dans la série. C'est ainsi qu'arrive celui qui sera pendant longtemps considéré comme le Docteur quintessentiel, le 4e Docteur, interprété par Tom Baker.
Pierre Richard dans la version ORTF. Vous êtes qui? Exactement. Pardon? Je peux savoir ce que vous faites? Effectivement, c'est bien ce que je pensais, votre matrice électronique cérébrale est perturbée par un champ nerveux quantique. En français? Je vous l'ai dit, Pierre Richard. Non, je veux dire utiliser un vocabulaire simple. Alors pourquoi vous avez pas dit ça? Ah! Docteur! Ça va aller. Il est mort. Le maître a dû laisser un dispositif d'autodestruction dans son cortex préfrontal. Vous avez l'air mal en point. C'est rien, ça va aller. Ou peut-être pas. Intéressant. Quoi? Apparemment, le Trooper avait déjà tourné une série de vidéos sur Doctor Who, sans doute avant que le maître ne l'hypnotise. Vous êtes en train de mourir, c'est vraiment le moment de regarder des vidéos YouTube? Oui? Ok. Voyons voir. Tom Baker est né pour jouer le Docteur. Tout dans sa stature, dans sa démarche, dans son regard ou même sa voix lui font incarner l'alien au grand cœur, pluriel, à la perfection. Il interprétera ce rôle pendant 7 ans sans interruption, toujours un record aujourd'hui, et son air marquera un changement de ton notable. Si la série a toujours eu la réputation de faire se cacher les enfants britanniques derrière le sofa, l'ère du 4e Docteur se tourne plus vers l'horreur gothique, en n'hésitant pas à montrer plus de violence à l'image. Alors c'est pas du Wes Craven, c'est très tout public comme violence, mais c'est déjà trop pour le service public britannique, notamment à l'époque d'un retour en force du parti conservateur dans la sphère politique. D'autant plus que la série ne s'est jamais empêchée d'inclure des messages pro-travaillistes et particulièrement pro-européens dans ses épisodes. Position qui ne faisait et ne font toujours pas l'unanimité. On ne peut pas omettre que c'est la première série de la BBC avec une femme en showrunner au moment de sa création. Verity Lambert a dès le départ donné le la d'une œuvre tournée vers l'avenir, ce qui se ressentira très vite par le fait que les épisodes science-fiction domineront largement par rapport aux épisodes historiques qui ne resteront que peu de temps purement historiques, intégrant vite des intrigues liées aux aliens ou à la technologie. À l'instar de Star Trek outre-Atlantique, Doctor Who est donc un bastion culturel progressiste dans un pays qui, à l'approche des années 80, va virer à droite toute. Et ça va impacter énormément le développement de la série. Sa place va être de plus en plus difficile à maintenir et elle sera souvent sous le feu des associations conservatrices et de protection de l'enfance. Ainsi, l'âge d'or du 4e Docteur se termine sous le premier mandat de Margaret Thatcher, alors que la BBC cède aux plaintes de Mary Whitehouse et allège le ton de la série, tandis que l'inflation commence à impacter sévèrement les budgets. C'est dans ce contexte qu'arrive un nouveau showrunner, John Nathan Turner, qui définira Doctor Who dans les années 80. Figure polarisante, Turner marquera surtout pour ses choix un peu racoleurs. Intégrer une compagne australienne pour s'attirer les faveurs des spectateurs australiens, puis une compagne américaine pour plaire aux Américains, ou encore encourager les scènes en bikini pour, je cite, les papas. Après le départ de Tom Baker, arrive le 5e Docteur, Peter Davison. Thierry Lhermitte. Un docteur moins charismatique, plus en retrait, portant une branche de céleri à sa veste, marquant également le début du motif point d'interrogation sur le costume. Une façon subtile de sous-entendre que le personnage est mystérieux. Il faudra malheureusement attendre son dernier épisode pour voir ce docteur prendre un rôle actif et héroïque que j'aurais personnellement adoré avoir tout au long de cette ère, dont on retient surtout la mort du compagnon Adric et l'épisode des 5 docteurs, qui n'en contient que 4 car Tom Baker n'avait pas souhaité reprendre son rôle si peu de temps après son départ et est donc représenté par des images d'archives d'un épisode non diffusé. L'ère John Nathan Turner marquera également le grand retour du maître, cette fois-ci interprété par Anthony Ainley, ayant volé le corps de Trémas, le père d'une des compagnes du docteur, Nyssa, qui semble You killed my father. But his body remains useful. assez peu affecté par ce fait. On est bien placé dans le top des gâchis scénaristiques. Mais bref, le 5e Docteur se régénère dans une scène qui pense encore une fois à plaire au papa, et arrive le 6e Docteur, Colin Baker. Aucun rapport. Checky Cario. Et croyez-le ou non, ce n'est pas son costume qui lui causera le plus de soucis. On est alors en pleine administration Thatcher, et la BBC est désormais décidée à tuer Doctor Who. Il y a 3 coupables. Peter Cregin, sur qui repose la décision, Jonathan Powell, responsable des fictions télévisées à la BBC, qui a une très basse estime de Doctor Who, mais surtout un profond mépris pour John Nathan Turner, à propos de qui il a déclaré « Franchement, qu'il aille se faire foutre ou qu'il crève ». Et finalement, Michael Grade, contrôleur de BBC One et futur père à vie du parti conservateur, qui de son propre aveu détestait Doctor Who et ne trouvait aucun intérêt à la science-fiction. À partir de 1985, ces deux derniers vont très activement agir en coulisses pour que le premier mette un terme à la série, dont, il faut l'admettre, les audiences sont en chute libre.
Turner fera de son mieux pour maintenir la série. Suite à un hiatus forcé, il essaiera de recréer l'engouement à l'aide d'une saison événement, Trial of the Time Lord, où le Docteur est jugé pour ses crimes par les Seigneurs du Temps. Une analogie très transparente de la situation de la série, alors soumise au jugement de la BBC. Les décisionnaires finiront par renvoyer Colin Baker en lui imputant les chutes d'audience. Ils lui proposeront un dernier serial pour sa régénération, ce qu'il refusera, demandant une saison complète avant son départ. La BBC ne lui répondra jamais. C'est donc affublé d'une perruque que le nouvel interprète se régénère de dos en 7ème Docteur, l'acteur écossais Sylvester McCoy. François Cluzet. Lui aussi, il a dû mettre une perruque et filmer sa régénération de dos? Oui, mais avec classe. Ce 7ème Docteur se caractérise alors par une personnalité plus sombre et manipulatrice et l'annonce de révélations sur les origines du personnage, créant un véritable engouement autour du mystère. Mais en 1989, la BBC obtient finalement ce qu'elle cherchait depuis tout ce temps. Le dernier serial de Doctor Who, Survival, est diffusé, et en dernier recours, une réplique est enregistrée en post-production sur le plan final pour sous-entendre que les aventures du Docteur continuent malgré la fin de la série. Et c'est fini. Doctor Who restera un produit de la deuxième moitié du XXe siècle, témoin des décennies de libération et d'ambition progressiste ayant précédé la révolution néolibérale de Thatcher et Reagan, à laquelle elle n'aura pas survécu. Quoi? Un peu comme l'Union Européenne, dont nous avons été heureusement libérés par nos maîtres britanniques à la fin des années 90, quand la Grande Ministre a créé le Commonwealth d'Europe et du Proche-Orient dans lequel nous vivons tous aujourd'hui. Quoi? Gloire au Commonwealth! Mort aux traîtres syndicalistes! Vive le marché libre! Quoi? Suite à l'attaque vicieuse des syndicalo-travaillistes sur le cortège gouvernemental, la grande ministre du Commonwealth a déclaré des représailles sur tout le territoire normand, interdisant notamment la fabrication du camembert. Tout, mais pas le camembert! Du calme, Philistine, ce n'est pas votre réalité. Le maître a dû manipuler la ligne temporelle à un moment dans les années 90. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le Tropper a dit dans sa vidéo que Doctor Who avait été annulé en 1989. Or, dans votre réalité, il y a eu un téléfilm en 96. Ça veut donc dire que le temps a été manipulé avant sa diffusion. Mais comment a-t-il pu changer l'histoire à ce point en hypnotisant un simple youtubeur en 2023? Philistine, vous êtes un génie! Ça répond pas à ma question, mais je prends. Je peux savoir ce que vous faites? J'analyse la forme du champ neuroquantique. La source vient de là. La caméra? On dirait bien que c'est ça. Mais oui, c'est évident. Qu'est-ce qui relie Doctor Who, les youtubeurs et le destin du monde? Absolument rien. Les caméras. Elles ont filmé la série, elles filment les vidéastes, et elles sont utilisées par les médias pour changer la face du monde. C'est très vague comme lien, mais ok. J'en étais sûr. Il y a un composant alien dans cette caméra. Ça doit être comme ça que le maître a hypnotisé le Tropper. J'ai isolé le spectre isotropique du composant. Le tournevis sonique devrait être capable de dire où et quand il a été fabriqué. Très pratique quand même pour un tournevis. 1990, Orlando, Floride. Super, j'ai toujours rêvé d'aller à Disneyland. 1990, la première ministre britannique, Margaret Thatcher, en difficulté au sein de son propre clan. Le député Michael Heseltine a demandé un vote pour la remplacer à la tête du Parti conservateur. Il est vrai que la Walt Disney Company s'intéresse depuis longtemps à racheter votre série, monsieur Tremay. Maître Tremay. Excusez-moi, vous êtes avocat? Non. Je vois. En tout cas, j'apprécie votre proposition, mais malheureusement, le contexte n'est pas propice à un rachat. Les années 80 ont été assez difficiles pour notre studio, et avec le succès de La Petite Sirène, nous avons redirigé une grande partie de nos ressources vers les longs métrages d'animation. On cherche une idée d'ailleurs en ce moment, et on patine un peu. Oh, quel dommage! Je vous assure que Doctor Who est une véritable mine d'or, et le marché américain adorera ce que Disney en fera, j'en suis certain. Pourquoi ne pas imaginer Jim Carrey dans le rôle principal? Ou Tom Hanks? Écoutez, je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas... Vous êtes très intéressé. Je suis très intéressé. Vous allez racheter les droits de Doctor Who. Je vais racheter les droits de Doctor Who. Vous proposerez un tarif que la BBC ne pourra pas refuser. Oui, maître. Et vous ferez l'adaptation la plus dénaturée possible, changez même le nom. Faites en sorte que sous de faux airs progressistes, ce soit l'œuvre la plus conservatrice et réactionnaire possible. Faites du Disney, quoi. Oui, mais... Pas si vite! Qu'est-ce que... Comment? Docteur, comment osez-vous? Je ne vous laisserai pas jouer avec l'histoire, maître. J'aime quand vous m'appelez par mon nom. Ne bougez pas, je vais vous attacher les mains. N'hésitez pas à serrer très fort. Vous ne voudriez pas que je m'échappe. C'est toujours aussi crypto-gay entre vous deux? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou? Je suis américain. C'est ce que je dis? Docteur, le maître
maître en a profité pour s'échapper. C'est pas vrai. Bon débarras. Vous, si jamais je vous vois ressortir une arme, vous saurez pourquoi on m'appelle la tempête en approche. Personne vous appelle comme ça. Bien sûr que si. Ah oui? Qui? Des gens. Vous les connaissez pas. Vous me les présenterez. Bref, on a empêché le maître de vendre Doctor Who à Disney. L'histoire devrait reprendre son cours. Retournons voir le Tropper. Vous êtes qui en fait? Exactement. Je suis la belle, lui c'est la bête. Je suis la bête. Ok, partons là-dessus. Allez, allons-y. La Belle et la Bête. Pas mal. Pas mal du tout. Et en dernier recours, une réplique est enregistrée en post-production sur le plan final pour sous-entendre que les aventures du Docteur continuent malgré la fin de la série. Et elle continuera effectivement. En effet, dans les années 90, il y a de nombreuses tentatives par les Américains de racheter la série, et notamment Disney qui voulait la confier à Steven Spielberg. Mais on va y revenir. Avant ça, la BBC consulte le studio canadien Nelvana pour produire une série d'animation. On est alors en 1990, et faire des dessins animés pour vendre des jouets est un business très rentable. De ce projet, il ne reste que des illustrations promotionnelles et des concept art qui nous laissent imaginer ce à quoi aurait pu ressembler la série. La piste de l'animation sera finalement abandonné et on en revient donc à Disney qui s'intéresse à reprendre le projet en live action avec un tout petit réalisateur aux manettes. Spielberg était tout à fait partant jusqu'à ce qu'il apprenne que la série serait alors produite sous le label Touchstone Television qu'il considérait trop peu ambitieux pour une œuvre de cette ampleur. Les droits d'adaptation finissent par être cédés à Philip Segal, expatrié britannique aux USA, travaillant sous les ordres de Spielberg qui commence à plancher sur le scénario d'une nouvelle série, un reboot complet de Doctor Who. De nombreux acteurs auditionnent alors pour le rôle principal, notamment Jim Carrey, Tom Hanks ou encore Eddie Murphy. Malheureusement, Spielberg trouve que le pitch de cette nouvelle série ressemble trop à Indiana Jones et demande à Seagal de faire écrire un nouveau script. Cette deuxième version, toujours un reboot, est proposée à toutes les grandes chaînes qui la refusent à tour de rôle. Finalement, Seagal fait son pitch devant la Fox, encore une jeune chaîne à l'époque, qui accepte de produire un film pilote de 2 heures. Il faut donc un nouveau script qui, cette fois, décidera de reprendre la continuité de la série originale. Le téléfilm Doctor Who de 1996 commencera donc avec le retour de Sylvester McCoy pour sa régénération en 8e Docteur, interprété par Paul McGann. Qu'est-ce que... Patrick Bruel. Non, sérieux. Avec une perruque. Vous êtes qui? Oui. Non, franchement, c'est lourd. Quoi? Faites comme si on n'était pas là. Mais vous êtes là, sans aucune raison. Eh bien, prétendez que non. Ok... Le téléfilm voit donc la régénération du 7e au 8e Docteur dans une histoire se déroulant le 31 décembre 1999 à San Francisco, avec un monde qui risque d'être détruit par le maître, cette fois-ci incarné par Eric Roberts, le frère de Julia Roberts. Oh, je savais pas ça. Et ça va être très dur de prétendre que vous êtes pas là si vous intervenez toutes les 10 secondes. Le téléfilm va également briser un tabou présent depuis 1963 en permettant au Docteur d'embrasser romantiquement sa compagne. Il y avait en effet une règle tacite dans la série sur le fait que le personnage principal devait rester chaste, qu'il n'y avait pas de galipette à bord du TARDIS. De par son budget américain, bien loin de ce que la BBC pouvait se permettre, le téléfilm nous offre également une salle de contrôle du TARDIS aussi gigantesque que magnifique, mêlant boiserie et pylône industriel qui est, personnellement, mon intérieur préféré de la saga. Mais c'est ce même budget qui posera problème. Il sera dépassé de plus de 170 000 $, ternissant les relations au sein de la production avant même la diffusion du film. Il sera d'ailleurs diffusé sur France 2 en VF. Beaucoup de gens pensent que c'est la première version française de Doctor Who, mais c'est sans compter sur une tentative précédente d'importer les épisodes de l'ère Baker en 1989 dans le Club Dorothée. Docteur, S'il vous plaît, docteur, où sommes-nous? nous sommes sortis du cortex temporel, au mauvais endroit, une erreur de quelques années. Combien d'années? 30 000. Mais revenons en 1996 avec le téléfilm. Sur Skaro, planète des Daleks, le maître est exécuté avec le visage caché. Mais on vous jure, c'est lui, hein. Sa dernière volonté est que le Docteur vienne récupérer ses cendres. Ce que ce dernier accepte, car on peut toujours faire confiance au maître, mort ou vif. Zeppo dans le TARDIS, le Docteur lit la machine à remonter le temps et son vinyle déraille sur le mot time. Car la subtilité, c'est important. Le maître s'échappe sous forme d'un effet spécial des années 90 et il sabote le TARDIS, forcé d'atterrir sur Terre à San Francisco en 1999. C'est là que le jeune Chang Li, on sent que les auteurs se sont vraiment cassé la tête pour trouver le nom de ce personnage asiatique, est poursuivi par un gang et la grosse fusillade, c'est l'Amérique mon gars. Le TARDIS atterrit alors devant Li, lui sauvant la vie. Le Docteur sort sans avoir vérifié le scanner, grossière erreur, et se fait fumer comme un lapin. Li appelle une ambulance dans laquelle travaille Bruce qui nous rappelle qu'on est en Amérique. Is he rich?
Et le maître en profite pour monter à bord du véhicule. Les médecins humains, ne comprenant pas que le docteur a 2 cœurs, pensent qu'il fibrile et décident de l'opérer. À l'opéra, la chirurgienne Grace Holloway est bipée, ce qui agace son fiancé, ce qui justifiera le fait qu'elle est disponible pour être l'intérêt romantique du docteur plus tard dans le film. Elle opère à l'aveugle et dans une robe avec un magnifique décolleté pour les papas. Et le docteur devient l'une des nombreuses victimes du système de santé américain. Lee récupère ses affaires de manière délicate et subtile, et Bruce l'ambulancier se fait posséder par le maître. À la morgue, les médecins légistes parlent de la soirée costumée qui justifiera les vêtements que le docteur trouvera dans leur casier. Tandis que le légiste regarde Frankenstein, car la subtilité c'est important, le docteur se régénère. On découvre alors qu'il est devenu amnésique. Le lendemain, Lee trouve la clé du TARDIS, le maître avoue ses sentiments pour le docteur et tue la femme de Bruce. Et Grace découvre que le corps du docteur a disparu et que la hiérarchie essaye d'enterrer l'affaire. À cause de ça, elle démissionne. Car l'intégrité, c'est important. Dans l'ascenseur, elle tombe sur le docteur qui a du mal avec le concept de distanciation sociale. Après un petit quiproquo, il arrache la sonde de l'opération sous ses yeux, ce qui la convainc de l'emmener chez elle. Son fiancé est déjà parti avec toutes ses affaires. On dira ce qu'on veut, mais il est quand même super efficace. Elle écoute les cœurs du docteur et on découvre qu'il possède un nouveau pouvoir, sorti de nulle part. Il peut lire dans le passé ou le futur des gens. C'est pratique. Lee entre dans le TARDIS où le maître l'attend, on ne saura jamais comment lui est entré sans la clé, et il lui dit que son corps a été volé par le docteur. Pendant ce temps, le docteur récupère des chaussures et va se balader romantiquement avec Grace. Le maître donne de l'or à Lee, puis lui demande d'ouvrir l'œil de l'harmonie au cœur du TARDIS. Le docteur ressent ce qui se passe et récupère sa mémoire. Puis il embrasse Grace de force, car c'est les années 90, et lui demande de recommencer, car c'est les années 90. Le maître découvre que le docteur est à moitié humain, une révélation qui a plu à tout le monde et que personne ne voudra jamais changer. Le docteur comprend que le maître veut voler son corps, puis fait un résumé du scénario à Grace. La planète risque d'être détruite par l'œil de l'harmonie, et le docteur doit trouver une horloge atomique pour l'arrêter. Mais le maître a tout entendu. Ils ont jusqu'à minuit. Le docteur essaye de convaincre Grace qu'il n'est pas fou en utilisant un effet spécial des années 90, tandis qu'un reportage sur Scénario TV nous apprend qu'une horloge atomique est sur le point d'être inaugurée à San Francisco. Ah bah ça tombe bien ça. Quand soudain, on sonne à la porte. C'est le maître. Mais le docteur ne le reconnaît pas et lui demande de l'emmener à l'horloge. Grace nous dit qu'elle est membre du comité de l'institut qui inaugure l'horloge, ce qui est pratique, quand un coup de frein fait tomber les lunettes de soleil du maître, révélant la supercherie. Donc personne n'a posé de questions sur le fait qu'il portait des lunettes de soleil en pleine nuit. Le maître crache de l'acide sur la main de Grace, mais le docteur et elle s'échappent. Ils vont voir un policier dont le premier réflexe est de menacer de les abattre. Le docteur pique son flingue et lui demande de s'écarter, sinon il se tue. Grace prend l'arme et applique une solution américaine à la situation. S'ensuit une incroyable course-poursuite moto versus ambulance. Mais quand ils arrivent à l'institut, le maître les a devancés. Ce qui, étonnamment, n'aura aucun impact sur l'intrigue puisqu'ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient faire avant de recroiser le maître. Mais ok. Le docteur récupère donc le petit bout d'horloge atomique dont il a besoin, il utilise ses pouvoirs de médium pour passer outre la sécurité, puis découvre un groupe de vigiles victimes d'un boucaquet du maître. Il s'échappe avec la lance à incendie la plus longue du monde et retourne au TARDIS. Il récupère la clé cachée, puis sans aucune raison, un flic à moto fonce dans le TARDIS et ressort. C'est un événement qui sort de nulle part et qui n'aura aucun impact sur la suite. Le docteur réussit à fermer l'œil de l'harmonie, mais ça ne suffit pas, il est déjà trop tard pour sauver la planète. Il faut remonter le temps, mais le TARDIS n'a plus assez de pouvoir. Heureusement, le docteur trouve une solution, mais Grace est soudain possédée par le maître et assomme le docteur. Il est attaché par Grace et Lee et emmené à l'œil de l'harmonie, tandis que le maître s'est fait beau pour le dernier acte. Le docteur essaye de convaincre Lee que le maître l'a trompé. Quand soudain, une soirée de Nouvel An, pour pas oublier que cette histoire a lieu le 31 décembre 1999, le docteur fait un remake d'Orange Mécanique et le maître oublie son mensonge et raconte ses vies devant Lee. Ce dernier refuse d'ouvrir l'œil, alors le maître lui brise la nuque. Ah ouais, ça rigole Z. Puis il embrasse Grace de force, non pas car c'est les années 90, mais parce que c'est un méchant, ce qui la libère de sa possession et lui permet d'utiliser ses yeux humains pour ouvrir l'œil. Le maître s'apprête à voler le corps du docteur qui demande à Grace de fuir, et le monde commence à être attaqué par des images d'archives. Non, tout mais pas des images d'archives. Heureusement, Grace est chirurgienne, elle est donc capable de redémarrer le TARDIS comme si elle volait un scooter. Non mais si, ça a du sens. Le TARDIS remonte le temps et interrompt le transfert de corps. Enragé, le maître yeet Grace.
Ouh, ça va faire mal. Puis contre toute attente, il refuse la main du docteur et tombe dans l'œil de l'harmonie. Le docteur se retrouve donc seul avec 2 cadavres humains, mais le TARDIS les ressuscite parce que c'est un truc que le TARDIS peut faire apparemment. C'est donc l'an 2000, tout ira bien pour l'humanité et l'Amérique à partir de maintenant. Le docteur dépose Lee et Grace sur un rooftop, gros bisous, feu d'artifice, le TARDIS décolle et le vinyle déraille sur le mot Time. Oh no, not again. Malheureusement, et malgré une diffusion internationale, la tentative se solde par un échec critique. Elle ne convaincra pas le public, qu'il soit américain ou français, malgré un petit succès chez les Britanniques. Ce qui devait être un pilote pour une toute nouvelle série finira par rester un téléfilm isolé au milieu des années 90, et le 8e Docteur n'aura pas l'occasion de réellement faire ses preuves. C'est donc ainsi que se termine l'aventure Doctor Who avec ce nouveau projet tué dans l'œuf. Quoi ? Tout comme l'a été l'Union Européenne lorsque notre grand chancelier John Redwood a renversé la tyrannie des socialo-républicains et rendu sa gloire à l'Empire britannique. Quoi ? Gloire à l'Empire ! Mort au fromager normand ! Ok, ça c'est bizarre, mais quoi ? Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition du 5 juin 2001. Le Premier ministre britannique Tony Blair remet son titre en jeu lors d'une nouvelle session d'élection. Largement donné vainqueur, aucun expert ne s'attend à un retournement de situation inopiné. On ne s'est pas déjà vu, vous me rappelez quelqu'un que j'ai rencontré dans les années 90. J'ai un visage très commun. On me dit souvent ça aussi. Et revenons-en à nos moutons. Je sais que le téléfilm n'a pas été un grand succès. C'est bien pour ça que je dois malheureusement vous refuser. Vous allez racheter Doctor Who et en faire un film d'animation 3D avec Tom Cruise dans le rôle principal. Je vais acheter... Qu'est-ce que... Ah! Vous n'avez pas l'impression qu'on tourne en rond parfois? Vous savez que j'adore danser avec vous, Docteur. Mais prenez une chambre, bon sang! Pourquoi voulez-vous à tout prix que Disney rachète Doctor Who? Vous voulez que je vous révèle l'intégralité de mon plan comme ça? Oui, s'il vous plaît. Eh bien, je vais tout vous dire, car vous avez demandé très poliment. Il se trouve que... Non! Je sais faire du karaté, apparemment. Maître, régénérez-vous! Non! Ça serait... vous faire gagner. Je vois vraiment pas comment vous allez gagner en mourant. Je me souviens encore de nos jeux d'enfance. Quand nous courions dans les champs, que nous nous roulions dans l'herbe, main dans la main. En toute amitié. En toute amitié. Je comprends vraiment pas pourquoi vous pleurez alors que vous savez pertinemment qu'il reviendra dans 1 an ou 2. Je suis toujours là! Qu'est-ce que... Une carte SD. Il l'a fait tomber. Vous piquez des trucs au Maccabée maintenant. Peut-être qu'elle contient des informations sur son plan. Vous avez de quoi la lire? Non, mais je connais quelqu'un qui pourrait. En 2003, après des années à capitaliser sur les produits dérivés et les dramas audio, la BBC décide de faire revenir Doctor Who sur le petit écran à l'occasion du 40aire de la série. Le 8e Docteur, qui depuis 1996 a bien vécu dans l'univers étendu Doctor Who, laisse la place à un 9e Docteur interprété par Richard E. Grant dans une mini-série animée intitulée Scream of the Shulker. Elle ne donnera lieu à aucune suite et ce 9e Docteur restera une version non canonique. Tout comme le 9e Docteur joué par Rowan Atkinson, Mr Bean lui-même, dans un sketch caritatif. Suite à la diffusion de cette mini-série, donc, la BBC engage Russell T Davies et Julie Gardner comme producteurs et confie la série à sa branche galloise BBC Wales. RTD est alors surtout connu à l'époque pour sa série de 1999 Queer as Folk, racontant la vie de 3 hommes gays vivant à Manchester. Cette série attirera la colère d'une activiste dont vous vous souvenez peut-être, Mary Whitehouse. Mais malgré sa croisade réactionnaire, Queer as Folk sera un succès gigantesque. Ce sera également le début d'une très longue collaboration avec le compositeur Murray Gold, qui deviendra très important par la suite. Sa série suivante, Bob and Rose, raconte l'histoire d'un homme marié qui découvre qu'il aime aussi les hommes. Après ce projet, il produit le téléfilm The Second Coming, qui lui vaudra un certain nombre de menaces de mort de par son message athée, qui ne plaira pas aux conservateurs, mais qui a surtout un acteur principal dont je vous invite à mémoriser le visage. Il produira ensuite Mine o' Mine et une série sur Casanova avec un autre acteur dont je vous invite à mémoriser le visage. Russell T Davies est aussi un fan de Doctor Who depuis son enfance. Il militera de façon véhémente entre 1998 et 2002 pour faire revenir la série à la BBC, qui acceptera finalement une fois les problèmes légaux réglés avec Universal Studios et la 20th Century Fox liés au film de 96. RTD n'est pas un choix anodin. Il s'est déjà fait l'ennemi de Mary Whitehouse et est connu pour écrire des séries engagées à gauche et pour les droits des LGBT. En
1996, il avait d'ailleurs écrit un roman officiel Doctor Who contenant une scène de sexe homosexuel. Tout ça reflète un revirement progressiste à la BBC, notamment sous le mandat de la contrôleuse Lauren Exey et de la vice-présidente des programmes Jane Tranter. Depuis Cardiff, une nouvelle ère de Doctor Who commence à voir le jour. Petit à petit, le projet fait de plus en plus parler de lui. L'une des premières annonces est très controversée puisqu'il est décidé que la nouvelle compagne du Docteur serait jouée par Billie Piper, un nom qui ne parle peut-être pas beaucoup au public français, mais au début des années 2000, il faut comprendre qu'il y avait une star gigantesque. Si, ça a un rapport, parce que les majors de plein de pays ont voulu avoir leur Britney à eux. Il y a donc eu tout un armada de petites blondes qui chantent et qui dansent sur l'amour et les garçons à travers le monde. Dans l'Hexagone, on a eu Laurie, outre-Manche, ils ont eu Billie Piper. Donc pour se remettre dans le contexte, faut imaginer si on avait annoncé une nouvelle version de Fantomas avec Laurie dans l'un des rôles principaux au début des années 2000, c'est-à-dire quand elle n'avait pas encore fait ses preuves de comédienne dans le doublage. Cette fois, tu veux en mettre 2 ? Le public, et notamment les fans de la série classique, étaient donc assez peu rassurés par ce choix. Arrive ensuite l'annonce du nouveau logo qui est... ovale. Pareil, les fans sont sceptiques, certains envoient même des menaces de mort à la BBC. C'est donc l'ovale le plus dangereux du monde. Puis la BBC annonce que la série reprendra à la saison 1 plutôt que 27, ce qui renforce les rumeurs qu'elle ne sera pas une suite mais un reboot. Bref, ça ne partait pas très bien. Finalement, Doctor Who revient au printemps 2005 avec l'épisode Rose, la compagne éponyme jouée par Billie Piper, et avec un 9e Docteur officiel, Christopher Eccleston. Qu'est-ce que... Albert Dupontel. Avec Laurie en compagne? Ouais, je vous raconte pas le bordel en plateau. Vous êtes qui? Stop, pourquoi il se souvient pas de nous? On a changé la ligne temporelle, la version du Trooper qu'on a rencontrée n'a jamais existé ici. Mais c'est pas un paradoxe? Non, vous voyez, le temps n'est pas une progression linéaire de cause à effet. Y a pas de paradoxe si ça arrange pas le scénariste? Plus ou moins. Je vous dérange? Oh, non du tout, je vous en prie, continuez. Super. Malgré les craintes des fans, la série est un succès, ramenant les audiences de Doctor Who à un niveau plus vu depuis les années 70. Fini les serials en 4 ou 6 parties de 20 minutes, les épisodes de New Who durent 45 minutes et les histoires sont tout au plus divisées en 2 parties, avec une priorité pour les épisodes uniques. Russell T Davies a vraiment pété les murs pour tout reconstruire. Le 9e Docteur est loin de la figure optimiste et paternaliste du siècle précédent. C'est un ancien soldat traumatisé et torturé qui a dû sacrifier sa planète et son espèce pour sauver l'univers. Un gros changement intervient également du côté de la compagne qui dépasse le rôle de faire-valoir et possède sa propre histoire, dirigeant bien plus l'intrigue que le Docteur. Au point où on considère parfois que sous RTD, la compagne est le protagoniste de Doctor Who. S'il y avait les prémices de ça avec Ace, la dernière compagne de la série classique, Rose pousse les potards à fond. Son personnage grandit au fil de la saison et fait grandir le Docteur avec elle, sans compter sur le fait qu'elle vient accompagnée d'une famille et d'un petit ami, amenant dans Doctor Who un poids plus domestique, lui conférant un côté drame familial, voire soap opéra assumé. D'ailleurs, ils ont même l'effet vaseline sur l'objectif des Feux de l'amour, ce qui date immédiatement les épisodes de cette période. Après une saison plutôt contenue, forte d'un fil rouge reliant les épisodes individuels, Doctor Who est officiellement de retour. On citera en particulier l'épisode Dalek qui nous montre que les aliens un peu ridicules des années 60 ont toujours leur place au 21e siècle et sont encore capables de terroriser les petits enfants. Et ça tient beaucoup à la performance hantée et terrorisée du Docteur qui leur fait face. Mais ce 9e Docteur ne restera pas bien longtemps. En effet, Eccleston ne souhaite pas finir coincé dans ce rôle, d'autant qu'il n'a pas trouvé l'expérience de tournage très agréable. Il cède donc sa place à celui qui deviendra pour l'ère moderne ce que Tom Baker avait été pour l'ère classique, le 10e Docteur, David Tennant. Jean Dujardin. Laurent Lafitte. Oh. Difficile de séparer Tennant de Doctor Who. Fan de la première heure et comédien accompli, il apporte au rôle une énergie et un enthousiasme contagieux. Malgré une première saison mitigée, notamment alourdie par le personnage de Rose avec qui les auteurs ne savent plus quoi faire, Tennant s'établit vite comme le Docteur. Là où Eccleston jouait un personnage sombre cachant un cœur en or, Tennant est l'opposé. Son Docteur est souriant et amical jusqu'à ce qu'on l'énerve et là, il devient carrément terrifiant. La saison 2 marque également le retour de la compagne classique Sarah Jane, établissant pour de bon que la New Who est bel et bien une continuation de la série classique. Après le départ déchirant de Rose, le Docteur rencontre Donna lors d'un épisode spécial de Noël, une tradition initiée par le premier épisode de David Tennant. Il voyagera ensuite avec Martha qui est trop bien pour lui et qui finira par s'en rendre compte avant de retrouver Donna pour sa dernière saison. Au fil de ces 3 saisons, la série commence même à percer en dehors du Royaume-Uni et notamment chez les Américains. Enfin, après des décennies d'acharnement, le public états-unien s'intéresse à Doctor Who. Et y a pas que, la série est diffusée sur France 4 et une petite communauté francophone commence
commence à se former. L'Air Tennant, c'est le début de l'invasion. Une série jusqu'alors purement britannique commence à devenir une référence de la science-fiction dans la culture pop mondialisée. This is the best show I've ever seen in my entire life. Russell T Davies va même devancer le MCU lui-même, en créant une franchise multimédia avec des spin-offs de la série. Les aventures de Sarah Jane sur CBBC visant un public plus jeune, et Torchwood, anagramme de Doctor Who, sur BBC 3, contenant plus de violences graphiques et de sexe pour les adultes. En couvrant autant de terrain, pas étonnant que la New Who ait rencontré un tel succès. Et c'est d'ailleurs souvent des épisodes de cette ère que l'on recommande aux néophytes pour les convertir à Doctor Who. Il faut admettre que commencer par des histoires en noir et blanc dans des décors en carton-pâte dont la moitié des épisodes sont manquants, c'est pas évident. Malheureusement, la popularité du 10e Docteur pousse aussi énormément de gens à faire ce que la communauté appelle Skip 9, passer le 9e Docteur, dont les épisodes sont perçus comme moins accessibles. Et personnellement, je trouve ça très dommage parce que de 1, Eccleston est incroyable dans le rôle, et de 2, presque tous les épisodes de la saison 1 sont excellents. Faut juste tolérer les blagues de paix. Mais je recommande toutefois pas de commencer immédiatement par Rose. Je pense qu'il vaut mieux prendre un épisode de Tennant, comme Les Anges Pleureurs par exemple, très souvent recommandé, afin de découvrir l'ambiance de la série sans avoir besoin de connaître tout le contexte autour. Même s'il n'y a pas besoin de connaître le contexte de la série pour commencer à l'épisode 1 de la saison 1 de la New Who. Ma recommandation personnelle, ce serait le double épisode de la famille de sang dans la saison 3. Tout comme Les Anges Pleureurs, il contient une histoire très indépendante et permet d'avoir une bonne introduction à l'univers et aux personnages, et en plus, il se passe en 1913, juste avant ma guerre préférée. Vous avez une guerre préférée? Non, je veux dire celle que je trouve la plus fascinante. La guerre vous fascine? Ben oui, c'est l'un des trucs les plus horribles qui soit, forcément, ça rend curieux. Vous êtes une mauvaise personne. Mais non, enfin je crois pas. Vous êtes une mauvaise personne. Ok. Après 3 saisons bien remplies en aventures, en frissons et en émotions, David Tennant décide de quitter le rôle, suivant la tradition initiée par Patrick Troughton de partir avant que le public n'ait eu le temps de se lasser. Il conclut malgré tout son ère avec une série d'épisodes spéciaux en 2009 où il trouvera la mort face à la nouvelle incarnation du maître interprété par John Simm, un miroir déformé de ce docteur plus jeune et moderne. En guise de compagnon, le grand-père de Donna, Wilf, rejoindra à la fin du Seigneur des Anneaux au panthéon des raisons qui font que des hommes adultes pleurent à chaudes larmes. Finalement, le 10e Docteur monte dans son Tardis, nous fait ses adieux déchirants sur une musique de Murray Gold, puis perd la vie, marquant la fin de Doctor Who. Oh non, c'est pas vrai. Tout comme le grand vizir David Cameron a renversé la tyrannie européo-gauchiste et libéré la France de l'influence satano-socialiste. Ça devient très lassant. Gloire à la Fédération Anglicane d'Europe! Mais c'est impossible, le maître est mort, pour le moment. Mort au producteur de camembert! Mais c'est quoi le problème avec la Normandie? La carte SD! Mais oui, j'avais oublié. Eh, mon ordi! On vous a jamais appris que la propriété privée était la chose la plus sacrée sur Terre? Chut! On dirait qu'il y a une vidéo. Maître! Vous nous avez déçus pour la dernière fois! Les Daleks! Comme toujours. Si vous ne parvenez pas à vendre Doctor Who à Disney en 2001, alors l'empereur Dalek prendra les choses entre ses mains et vous serez exterminés! L'empereur des Daleks? Mais je l'avais détruit! Vous avez du mal à assimiler que vos ennemis restent jamais longtemps morts, non? De cette édition du 5 mai 2009, le Festival international du camembert aura lieu ce samedi à Londres. Plus de 100 fromagers normands sont attendus, mais la sécurité a dû être renforcée suite à de nombreuses menaces d'intégristes coulommiéristes. Prépare les missiles! J'obéis. Qu'est-ce que c'est? Expliquez! Le Tardis! Alerte! Je vous ai manqué? Exterminé! Vous êtes immortel maintenant? J'ai déjà commencé à me régénérer. Les effets sont pas toujours clairement définis. C'est pratique ça. Pas le temps de pointer les faiblesses du scénario, on doit trouver l'empereur. Quand on parle des faiblesses du scénario... Empereur des Daleks, votre plan s'arrête maintenant. Vous ne pouvez pas m'arrêter, docteur. Si, je peux. Non, vous ne pouvez pas. Si, je peux. Non. Si, je vais vous baffer. Pardon. Pardon. Et d'ailleurs, c'est quoi votre plan? Je comprends pas en quoi vendre Doctor Who à Disney pour causer la montée du fascisme vous intéresse. Nous ne sommes pas des fascistes. Nous sommes des Daleks. Vous êtes le fascisme. Nous sommes juste patriotes.
On n'est plus chez nous dans cet univers. Ah oui, c'est les mêmes qu'à la maison. Répondez à notre question. Quel est votre plan? Une nation, un peuple, un empereur. Oui, non, ça c'est le truc habituel. Spécifiquement, c'est quoi le plan? Je ne peux pas vous le dire. Pardon? Je ne peux pas vous le dire. J'avais compris, j'ai juste pas l'habitude qu'un méchant refuse de m'expliquer son plan. Si je parle, il me tuera. L'empereur des Daleks a peur de quelqu'un? Ça vous surprend. Pourtant, c'est l'allégorie de la xénophobie, ils ont peur de tout ce qui est différent. Et soit. Oh non, j'en ai déjà trop dit. Quoi? Il a activé l'autodestruction de la flotte Dalek. Mais c'est qui ce il? Vous ne pourrez jamais l'arrêter. Personne ne le peut. Crotte de bique, au Tardis! Non, c'est pas passé loin. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va suivre la même piste qu'on suit depuis le début. Finalement, le 10e Docteur monte dans son Tardis, nous fait ses adieux déchirants sur une musique de Murray Gold, puis perd la vie, marquant la fin de Doctor Who. La fin de l'ère Russell T Davies. Car la série reprendra en 2010 avec un nouveau showrunner, connu pour avoir écrit certains des meilleurs épisodes des 4 dernières saisons, et pour avoir créé la série Sherlock avec Bérénice Cornichon. Steven Moffat prend la tête de la série et tout va changer d'un coup. Nouveau Tardis, nouveau tournevis sonique, nouvelle compagne et surtout, nouveau Docteur. Le plus jeune interprète de l'histoire de la série devient le 11e Docteur, l'homme au menton gigantesque et aux sourcils qui ne le sont vraiment pas, j'ai nommé Matt Smith. Qu'est-ce que... Philippe Lachaud dans la version ORTF. Vous êtes fermé là et continuez votre vidéo. Du coup, j'ai le droit de parler ou pas? Ok. Matt Smith se retrouve donc dans une situation pas évidente. En effet, il doit prendre le relais du docteur le plus populaire depuis Tom Baker, tout en portant la série à l'étranger, forte de son succès en dehors du Royaume-Uni. Le tout pour un jeune premier d'à peine 26 ans, accompagné d'une Karen Gillan qui est encore en pleine formation d'actrice. Pour tous les deux, c'est le baptême du feu. Le producteur Steven Moffat décide quant à lui de changer l'ambiance de la série. Doctor Who ne doit plus être une série de science-fiction au sous-texte politique et social fort, c'est désormais un conte de fées. Ce qui ne veut pas dire que la série se débarrasse des messages politiques qu'elle a toujours portés. Mais là où Russell T Davies n'hésitait pas à inclure de façon très peu transparente des critiques du monde politique britannique, les conservateurs sont des gros aliens qui puent et qui pètent et qui seraient prêts à détruire la planète pour se faire du profit. Moffat est plus réservé. Il faut dire qu'il est nettement moins engagé politiquement que le très véhément Davies. Il dira notamment « Doctor Who doit aussi plaire à ceux qui ont voté pour le Brexit ». Alien qui pète! Fun fact, c'est le premier showrunner hétéro de Doctor Who depuis 1980. On peut pas parler de la série sans mentionner son rôle important dans la culture queer, et ce depuis son tout premier épisode en 1963, réalisé par un homme gay. D'ailleurs, Patrick Troughton et Fraser Hines, le second Docteur et son compagnon Jamie McCrimmon, avaient pris l'habitude de se tenir la main devant la caméra dès qu'on ne les surveillait pas, pour sous-entendre que la relation entre les deux personnages était plus que platonique. Et tout ça devait évidemment avoir lieu sous le feu des radars, puisque l'homosexualité était illégale au Royaume-Uni dans les années 60. On peut aussi parler du couple maître-docteur, qui est un sujet de discussion privilégié aussi bien parmi les fans que chez les auteurs de la série depuis les années 70, au point où dans l'ère moderne, il est tacitement admis qu'au-delà d'une relation d'amis d'enfance, ce sont d'anciens amants, ce qui expliquerait l'animosité du maître envers les compagnes du docteur par jalousie. No beard this time. Well, a wife. Alors c'est super marrant parce que en fait en anglais beard c'est un mot d'argot qui peut aussi vouloir dire la femme d'un homme gay qui lui sert d'alibi. Donc le maître il a plus de barbe mais il a une femme. C'est très drôle si on connaît la culture queer britannique. Et en parlant de fans, Moffat en est un depuis très longtemps. Le genre de fans qui ont des tonnes de théories sur la série. Et comme il se retrouve à la diriger, comme on dit les fous prennent la direction de l'asile, et ben il va intégrer dans l'histoire ses théories personnelles. Son air se traduit alors par de nombreux mystères annoncés, notamment au sujet du nom du docteur, mais aussi de son rôle dans l'univers. Moffat est celui qui cristallise l'idée que le docteur est la personne la plus importante de sa réalité, à force d'avoir voyagé à travers le temps et l'espace pendant des millénaires. On s'éloigne du caractère de scientifique vagabond en quête d'aventure et on se rapproche d'une figure messianique, divine et légendaire à travers les galaxies et les époques. Moffat est surtout connu pour ses grandes idées ambitieuses. Il emmène la série vers de nouveaux sommets dans l'épique, mais aussi le dramatique et l'émotion. Toutefois, si ces épisodes de l'ère Davies contenaient déjà les limites de son style, elles ressortiront beaucoup plus durant son mandat à la tête de la série. Moffat est très bon pour créer des mystères et de la tension, mais beaucoup moins en ce qui concerne les résolutions. Une critique commune de ces épisodes, c'est qu'ils finissent un peu en queue de poisson. Il a aussi une tendance à
beaucoup exploité les mécanismes du voyage dans le temps, des paradoxes, des boucles temporelles, ce que Doctor Who avait tendance à survoler auparavant, ne se servant du voyage dans le temps que comme prétexte pour passer d'un épisode à l'autre. Parmi les autres critiques qu'on lui fera, on déplorera son écriture des personnages féminins qui ne peuvent pas être fortes sans être sexualisées, son obsession pour le fait de ne pas tuer ses personnages et son habitude à créer des mystères sans avoir vraiment réfléchi à leurs réponses. Mais malgré ça, le 11e Docteur possède certains des meilleurs épisodes de toute la série, avec un arc de la saison 5 qui compte parmi les mieux construits, ainsi qu'une ribambelle de personnages plus iconiques les uns que les autres. Pour beaucoup de fans, c'est leur période préférée, et ça se voit à l'explosion de la popularité de la série entre 2010 et 2013, notamment à l'étranger. Si l'ère Tennant avait amorcé cette conquête, c'est sous le drapeau de Smith qu'elle va vraiment se faire. D'ailleurs, le premier épisode qui m'a donné envie personnellement de regarder Doctor Who, c'est l'épisode de Noël de la saison 5, sur lequel je suis tombé par hasard un jour sur France 4. Merci France 4. Il est indéniable que le défi a été relevé. Malgré les défauts d'écriture de Moffat, l'inexpérience des interprètes, un revirement plus loin des racines de la série, tous les risques pris ont payé. Notamment avec Matt Smith, dont le talent brillera de par sa capacité à jouer un très vieil alien dans le corps d'un jeune homme. Le point culminant de cette ère sera le 50e anniversaire de la série, pour lequel David Tennant revient donner la réplique à son successeur dans un grand épisode spécial qui sera diffusé internationalement au cinéma, sauf en France. On y retrouve tous les moffatismes, du paradoxe temporel, des blagues douteuses, le retour d'un monstre des années 70, une théorie de fans confirmée, et tout le monde est sauvé à la fin. Malgré ça, c'est une célébration épique et passionnée des 50 dernières années, et même des années qui suivront. Quelques mois plus tard, dans l'épisode de Noël, Matt Smith fait ses adieux à sa nouvelle compagne, Clara, jouée par Jenna Coleman, et éternue en Peter Capaldi. Préparez-vous pour celui-là ? À la Chabat. Non, je sais. Après deux beaux jeunes hommes, le choix d'un acteur plus mûr, jouant un docteur plus antipathique, va tristement impacter la popularité de la série. C'est à partir de là qu'on note une baisse des audiences dont elle aura du mal à se remettre. Ce qui est très dommage parce qu'en dehors d'une saison 8 assez brouillon, avec un docteur et une Clara qui se cherchent, l'ère du 12e docteur est une véritable pépite. Conscient des nombreuses critiques qui lui ont été faites, Moffat ajuste le tir et corrige beaucoup de ses défauts. Il revient à une approche moins grandiloquente et plus sociale, avec des messages politiques forts, même si parfois très consensuels. C'est pas gentil d'être méchant. Mais on sent que l'ombre du Brexit plane derrière les rideaux. Et s'il a toujours du mal à donner des conclusions satisfaisantes à ses doubles épisodes, certaines premières parties sont de véritables home runs. Heaven Sent, l'avant-dernier épisode de la saison 9, est par exemple considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de Doctor Who, tout ère confondu. Quant au 12e Docteur, il s'adoucit rapidement pour prendre le rôle d'un grand-père rock'n'roll au sale caractère mais aux deux grands cœurs, ce qui le rend terriblement attachant. Et personnellement, malgré une forte affection pour les 3e et 10e Docteurs, ça en fait à mes yeux la meilleure incarnation du personnage. Et du coup c'est très frustrant de discuter avec des gens qui ont arrêté la série avant ou au début de son ère, parce que vous loupez le best! En réponse aux nombreuses critiques sur les compagnes sexualisées et dont la vie entière tourne autour d'un homme, Moffat nous fera rencontrer Bill, une jeune étudiante ouvertement gay qui voyage avec le docteur sans ambiguïté, qui a ses propres romances, créant une dynamique qui renforce encore plus le côté grand-père cool de notre personnage principal. Et en plus, il y a Nardole. Je ne peux rien dire sur Nardole. Nardole se suffit à lui-même. Nardole est la réponse. Loué soit Nardole. Mais comme je disais, malheureusement, la série perd en audience et beaucoup de gens sont passés à côté de ce que Doctor Who avait de meilleur à offrir. Ainsi, la BBC se retrouve dans une situation compliquée puisque les budgets de la série, toujours plus ambitieuses, deviennent de plus en plus difficiles à assumer. D'autant que Moffat prépare son départ après 12 ans de loyaux services, dont 7 en tant que showrunner. Il faut donc choisir entre donner un nouveau départ à la série ou bien la remettre au placard. Ok, ce coup-ci je suis prêt. Moffat rempile malgré tout pour un épisode de Noël faisant revenir le premier Docteur, cette fois-ci interprété par David Bradley qui avait joué dans un biopic sur William Hartnell quelques années auparavant, et finalement, le 12e Docteur refuse de se régénérer. C'est la fin de Doctor Who. Vous n'êtes pas obligé de vous retenir. Un peu comme s'est terminée l'Union Européenne lorsque le grand inquisiteur Boris Johnson a envahi notre continent pour nous libérer des wokistos camembéristes. Je vois que vous avez envie de le faire. Gloire au conglomérat anglo-saxon! Mort aux bolcheviks normands! Loué soit Walt Disney! Quoi? Dans cette édition du 21 mars 2017, nous allons parler des conséquences du Brexit. Avec nous, le professeur Charles Camembert, expert et enseignant à Cambridge en géopolitique européenne. Bonjour. Et face à lui, Norbert de la Couillardière, candidat du parti France Fronton aux prochaines élections dans 2 mois, pour qui vous devriez peut-être envisager de voter. Après, je dis ça, je dis rien. Bon, on est d'accord, c'est la faute des Normands. Excusez-moi, c'est une blague? Non, c'est un débat. Vous savez, si on laisse les choses déborder comme ça, bientôt, on mangera tous du camembert. Eh ben, je suis désolé, moi je viens de Coulommiers, je ne compte pas changer mes habitudes.
On peut revenir au sujet peut-être. Et ben voilà, encore une fois, les élites normandes essayent de nous faire taire. On est muselés dans ce pays, parce qu'on dit la vérité. On peut plus rien dire. À quel moment la télé est devenue aussi stupide? C'est depuis qu'on a été racheté. Voilà pourquoi vous devez racheter cette série maintenant. Aucun souci. Vous ne voulez pas écouter ma présentation? Non, on a changé de politique depuis 2014, on rachète tout ce qu'on peut, ça fera du contenu pour notre future plateforme de streaming. J'avais préparé un PowerPoint. Eh ben, allez-y, si ça vous fait plaisir. C'est le 23 novembre 1963. Finalement, le 12e docteur refuse de se... Arrêtez ce PowerPoint! Nom d'un actionnaire, qu'est-ce qui se passe? J'ai passé la nuit dessus. J'avais fait des transitions en volet. Exterminé. Très pratique ces effets secondaires pré-régénération. Vous pouvez me passer le contrat qui est tombé, s'il vous plaît? Ce contrat? Laissez Doctor Who tranquille. Docteur? C'est bon, Philistine, j'ai empêché Disney de racheter Doctor Who pour la 5e fois. La 5e est forcément la bonne. Mais pas de temps à perdre. Retournons en 2023 pour vérifier que tout est rentré dans l'ordre. Docteur! Ce n'est que partie remise, Docteur. Et finalement, le 12e Docteur change d'avis et accepte de se régénérer. C'est la fin de Doctor Who sous la supervision de Steven Moffat. Un nouveau showrunner est alors choisi parmi les scénaristes ayant travaillé sur la série. La BBC se décide sur le showrunner des 2 premières saisons du spin-off Torchwood, ainsi que de la série policière dramatique Broadchurch dans laquelle avait joué David Tennant, ainsi qu'une certaine actrice du Yorkshire. Ce n'est pas juste une race de chiens, c'est aussi un comté du Royaume-Uni. Doctor Who va faire un changement radical et controversé en donnant le rôle du 13e Docteur à Jodie Whittaker. Qu'est-ce que... Eva Green. Reprenez votre vidéo et posez pas de questions, c'est lourd à force. Allez. Tout comme en 2010, la série a droit à un soft reboot. Nouveau showrunner, nouveau TARDIS, nouveau tournevis sonique, nouveau compagnon et nouvelle Docteur avec un nouveau genre. Évidemment, la décision de régénérer le Docteur en la Docteur, ça ne passe pas auprès de tout le public. Surtout dans un Royaume-Uni où la classe politique s'est complètement emballée autour de l'existence des personnes trans. Notamment sous l'impulsion d'une autrice à succès dont on ne doit pas prononcer le nom, tout un mouvement transphobe s'empare d'une question qui, jusque-là, n'avait jamais vraiment concerné la majorité de la population, et à droite comme à gauche, les paniques morales s'enchaînent sous la sempiternelle excuse de protéger les enfants. Alors imaginez que dans ce contexte, le service public, financé par le contribuable, transforme une des plus grandes icônes de la culture populaire britannique en femme. La série se retrouve propulsée dans les débats, et s'il y a bien une chose qui est vraie à l'ère d'internet, c'est que la mauvaise publicité n'existe pas. Coup de génie marketing par la BBC ou sincère volonté progressiste, difficile de le savoir. Il n'empêche que tout le monde en parle. Ainsi, les scores d'audience de Doctor Who en baisse depuis l'ère Capaldi vont se stabiliser et rester les mêmes durant l'ère Whittaker. Mais la série ne fait pas que se renouveler, elle cherche également à renouer avec le passé. On retrouve ainsi une famille dans le TARDIS avec 3 compagnons comme à l'époque du premier Docteur ou du 5e. Yaz, la nouvelle recrue policière, Ryan, le jeune homme dyspraxique, et Graham, son grand-père adoptif. La première saison fait également le choix de ne pas inclure un seul méchant préexistant. Chaque antagoniste, chaque alien est inventé pour l'occasion jusqu'à l'épisode de Nouvel An qui verra le retour des Daleks. En effet, Steven Moffat s'était forcé à rester un peu plus longtemps malgré le décès de son père parce qu'il ne voulait pas que la tradition des épisodes de Noël s'arrête. Mais Chris Chibnall s'en est un peu battu les couilles. Soit lui, soit la direction de la BBC considérera que le thème est épuisé et déplacera les épisodes spéciaux à une fête moins chargée d'un point de vue religieux ou culturel, ce qui sera fortement critiqué. Et des critiques, il va y en avoir, notamment de la part du camp conservateur. Dans un contexte où la droite dure est au pouvoir au Royaume-Uni, le choix de faire un épisode sur Rosa Parks ou de mettre en avant l'inclusivité dans le choix des compagnons, ça va pas brosser tout le monde dans le sens du poil. Mais au-delà des paniques morales réactionnaires, l'ère Chibnall va surtout être critiqué pour son écriture. Des scripts qui ne semblent pas faits pour tenir dans un seul épisode de 50 minutes et dont la conclusion est souvent réglée à la hâte juste avant le générique, une Docteur qui n'a pas droit à une véritable caractérisation, laissant Jodie Whittaker se débrouiller pour jouer une version générique et très inspirée de David Tennant du personnage, des compagnons mis de côté dont le potentiel n'est jamais exploité. On critiquera beaucoup le fait que leur personnalité est interchangeable au point où certains dialogues ressemblent à des répliques de Riri, Fifi et Loulou. Oh,
Ok, maintenant je veux entendre Ryan. Pour finir, Yaz. How's that possible? Super les gars, vous êtes top. Des façons étranges de traiter les thèmes politiques en sous-texte des épisodes. On citera notamment l'épisode Kerblam, dans lequel un Amazon de l'espace est mis en danger par un ouvrier qui se révolte face à un système dans lequel tous les robots ont pris le travail, ce qui fait que les ouvriers travaillent sans aucune raison, pour des salaires de misère en ne voyant jamais leur famille, et bien évidemment dans des conditions affreuses qui ne respectent pas la base même de la dignité humaine. Et qui se conclut par le docteur expliquant de façon très paternaliste que c'est pas gentil d'être méchant et que des fois, les grosses corporations aussi ont un grand cœur. Le problème, ce n'est pas le système, c'est les individus. Puis elle laisse l'ouvrier mourir dans une explosion. Ça lui apprendra, sale syndicaliste. La saison 11 va repousser un grand nombre de fans de la première heure, malgré tous les nouveaux arrivants qu'elle saura convaincre. La saison 12, elle, proposera de meilleurs scripts, donnera une meilleure caractérisation au docteur, utilisera à bon escient les méchants du passé, introduira un personnage excessivement populaire dont je ne parlerai pas car c'est une grosse révélation, et se terminera sur une autre révélation excessivement clivante. Et peut-être qu'un jour j'y consacrerai une vidéo, mais pour le moment je vais me contenter de donner mon avis. C'est une idée intéressante, bien qu'elle aille à l'encontre de mon interprétation du personnage, et qui se repose sur le passé de la série, mais dont l'exécution est absolument affreuse. Finalement, la série a droit à une saison 13 écourtée surnommée Flux, qui raconte une histoire continue, un peu à la façon de Trial of the Time Lords dans les années 80. Ce chant du cygne proposera une aventure palpitante, tout en évitant de trop revenir sur la révélation controversée de la saison précédente. On regrettera malgré tout que le problème des compagnons sous-exploités reste présent jusqu'au bout, en particulier Yaz, qui aura été là du début à la fin, et n'aura eu que quelques scènes bien trop courtes pour briller. Finalement, malgré l'arrivée d'une nouvelle communauté de fans, les controverses et les paniques morales auront eu raison de Doctor Who, qui se terminera en 2022 dans le pouvoir du Docteur, où après le retour de compagnons et d'interprètes classiques du personnage éponyme, sa dernière incarnation est trop grièvement blessée pour se régénérer. C'est la fin de Doctor Who, un an avant le 60e anniversaire. Mais sérieusement, vous n'aviez qu'à m'écouter. Mais voyons Philistine, je ne vais pas vous écouter, votre voix est terriblement énervante. Je peux finir? Je dois terminer avec un message de propagande à la gloire du grand cardinal de Canterbury, sinon ils m'enverront dans un camp de fermentation en Normandie. Chut. Bon, Philistine, qu'est-ce que vous essayez de me dire? L'exécutif de chez Disney, ça vous semble pas bizarre qu'il ait pas vieilli entre 1990 et 2018? Il a peut-être une très bonne crème de jour. Je pense que c'est lui qui est derrière tout ça. Ou la personne qui est derrière lui. Pourquoi il y aurait quelqu'un derrière lui? Ça ferait une dernière révélation au point d'orgue du récit. Alors allons-y. Mais c'est ma réplique ça! Il ne devrait plus tarder désormais, je vais l'arrêter. Docteur, enfin. Oui, enfin. Qui que vous soyez. Oh, vous ne l'avez toujours pas deviné. Vous êtes un Cyberman? Non. Un Zygon? Oh non. La grande intelligence? J'ai l'air sous-utilisé. Bon, alors vous êtes quoi? Le seul ennemi que vous avez toujours affronté, docteur. Oh, vous allez être un concept. C'est totalement un concept. Je suis la réaction. J'en étais sûr. C'est nul. Mais dites-nous plutôt pour qui vous travaillez. Qu'est-ce qui vous fait dire que je travaille pour quelqu'un? Vous êtes la réaction, par définition, vous n'agissez pas, donc qui vous fait réagir? Ah, je ne vous le dirai jamais! Oh. Oh, je renvoie les balles aussi. C'est super pratique quand même. Docteur, regardez! Un androïde? Ça veut dire que quelqu'un le contrôle à distance. Et si quelqu'un le contrôle, on peut suivre le signal. Attendez. J'ai déjà vu ce vaisseau quelque part. C'est pas du tout la bonne franchise. J'aurais dû m'en douter. Je rêve, c'est... Mickey Mouse? Mickey! Oh! Alors depuis le début, c'est vous qui essayez de mettre fin à Doctor Who? Mais pourquoi? Y mettre fin? Non! Tout ce que je souhaite, c'est l'obtenir! Comme tout ce qui fait ce monde! Je veux posséder Star Wars et Doctor Who! Je veux posséder les conservateurs et les progressistes! Je veux même posséder le camembert! Vous ne pouvez pas posséder une recette de fromage? Alors je le détruirai! Et toute la Normandie avec! Ça vient de là. Si vous voulez juste posséder Doctor Who, alors pourquoi la série se termine dès que vous l'obtenez? Je sais pas, on achète des trucs, ça remplit le catalogue. Ensuite je m'en fous de ce qu'on fait avec. Tant que c'est à nous. Et qu'on peut vendre du merch. Si ça marche, on finance. Si ça arrête de vendre,
ça finit à la benne, oh! Mais Doctor Who est une série bien trop niche pour en faire une vache à lait. C'est quoi dans votre poche? Dans ma poche? Ok, j'ai rien dit. Mais l'une des forces de Doctor Who, c'est ses messages politiques forts. Sans ça, c'est plus Doctor Who. Je m'en fous de la politique. Tout ce qui compte, c'est le fric. Si le racisme rapporte du blé, je ferai des films racistes. Si les gens veulent bouffer des niaiseries communistes, tant qu'ils me payent, ça me va, oh! En plus, la série est pas infectée par ces enflures de grévistes. Et s'il y a bien une chose que je déteste, c'est les grévistes. Alors vous allez garder Doctor Who sur Disney+. Je vais faire mieux que ça, mon con. Je vais balancer de la thune dedans, et on verra bien ce que ça donne, oh! Du budget dans Doctor Who? C'est jamais arrivé. Docteur, vous ne pouvez pas accepter ça! Est-ce que j'ai vraiment le choix, Philistine? Je suis peut-être l'être le plus important de cet univers, mais je ne peux rien contre Disney. D'ailleurs, j'aime bien cette idée de Doctor Who français fait par l'ORTF. Si vous acceptez de me la vendre, je suis sûr qu'on peut produire ça. Comment vous feriez? Ça commence avec Louis de Funès et il est mort. C'est à ça que servent les deepfakes, l'IA et les boîtes de FX sont payées, oh! Ok, ça c'est trop loin pour moi. Qu'est-ce que vous faites, docteur? J'ai renversé la polarité électroquantique du carburateur à nanoparticules. Bah oui, évidemment, j'aurais dû deviner. Qu'est-ce que... Non! Arrêtez! Désolé Mickey, mais ça c'est pour Star Wars 9. C'est méca, Mickey! La nuance est importante pour des raisons de copyright! Ou après le retour de compagnons et d'interprètes classiques du personnage éponyme, sa dernière incarnation est grièvement blessée et donc forcée de se régénérer. Elle fait ses adieux à Yaz de façon trop platonique à mon goût, puis elle passe le flambeau à David Tennant. Le 10e Docteur devient donc également le 14e, une première dans l'histoire de la série, et ce n'est pas le seul de retour. En effet, Russell T Davies, producteur qui a lancé l'ère moderne de Doctor Who, revient en tant que showrunner, ce qui est également une première. Pour beaucoup de fans, c'est le retour de deux légendes d'un âge d'or. Personnellement, ils ont beau avoir fait une de mes périodes préférées de la série, je suis sceptique de la démarche. Le message de Doctor Who a toujours été le progrès, le changement, le renouvellement. C'est ce qui rend cette série si particulière, le fait qu'elle va toujours de l'avant et qu'elle n'a pas peur de se régénérer complètement. C'est aussi pour ça qu'elle a une communauté très hétéroclite. Il y a peu de fans de Doctor Who qui sont d'accord sur les meilleurs épisodes, les pires, le meilleur docteur, la meilleure compagne, parce que chacun peut y trouver son compte selon les époques et les saisons. Vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas franchement adoré l'ère Chibnall. Je sais que beaucoup par contre en ont été terriblement fans. Tout comme j'ai du mal avec les 5e, 6e et 7e docteurs alors que c'est les préférés de plein de gens. Et à l'inverse, énormément de fans n'aiment pas Peter Capaldi alors que c'est mon docteur préféré et le meilleur à mon avis. Et on parlera même pas des fans qui n'aiment pas le 10e docteur, les pauvres ils sont vraiment mal lotis. Parce que oui, le 14e docteur est le 10e docteur 2.0. Et je vais pas entrer dans les détails parce que je pense que je révèle déjà suffisamment de choses pour les personnes qui voudraient regarder la série après ma rétrospective, mais on peut sentir une volonté un petit peu racoleuse de la part de la BBC de faire revenir David Tennant après les chutes d'audience des Airs Capaldi et Whittaker pour faire revenir le public qui est parti. Et ceux qui étaient partis parce que le docteur était devenu une femme et que Doctor Who était devenu Dr. Walk risque d'être pas mal surpris par le retour de l'homme qui a littéralement créé une série où la droite détruit le monde. Russell T, la subtilité c'est pour les faibles Davis, et un interprète qui ne fait aucune apparition en public sans un pins d'allié LGBT. C'est le point qui me rassure sur le retour de RTD, c'est le même qu'en 2005, il n'a pas peur de tout casser pour mieux reconstruire. Et on peut être certain d'une chose, la philosophie du changement n'a pas disparu de Doctor Who, et cette nouvelle ère déplaira à beaucoup et plaira à beaucoup d'autres. Et si j'ai trouvé les 3 premiers specials un petit peu rushés, il faut dire qu'ils ont été produits et écrits en urgence quand RTD a appris que l'interprète qu'il avait choisi pour être le nouveau docteur ne pourrait pas tourner avant 1 an. Donc on sent un peu dans le produit final que ça a été produit en vitesse pour qu'il n'y ait pas d'année sans Doctor Who pour le 60e anniversaire. Et ça se sent surtout en voyant le 4e special qui est bien mieux construit et présente réellement quelque chose de nouveau. Bref, Doctor Who aura toujours une place particulière pour moi et surtout cette série n'est pas prête de s'arrêter parce qu'elle est déjà revenue à plusieurs reprises des tréfonds de la disparition. Quoi qu'il se passe, même si elle se retrouve entre de nouvelles mains aux intentions différentes, elle trouvera toujours un moyen de se régénérer et elle plaira toujours à quelqu'un. Et si ce quelqu'un aime suffisamment les nouvelles ères pour s'intéresser aux précédentes, alors je serai content. Et j'ai très hâte de découvrir l'ère du dernier docteur en date, Ncuti Gatwa. Qu'est-ce que... Moussa Silla, le footballeur. Non, l'acteur. Ah oui. Non mais je vous en prie, finissez. Ah mais j'ai fini. Vous avez pas de message de propagande à enregistrer pour pas finir dans un camp? Pas pour le moment. Pourquoi ça risque d'arriver? Spoiler, soyez juste bien accrochés pour les années qui viennent. Docteur! Je vais pas pouvoir retenir la régénération plus longtemps. Au moins vous avez tenu jusqu'à la fin du dernier épisode? C'est pratique, hein? Très pratique. Vous avez besoin d'air peut-être? Peut-être.
Docteur! Ne vous inquiétez pas, Philistine. Le changement peut parfois faire peur, mais c'est la seule façon d'aller de l'avant. Ce sont de très jolis derniers mots. Merci, ça fait 5 épisodes que j'y réfléchis. Attendez, non, merde! Je m'appelle Monsieur le Docteur. Quoi? Allez, on remercie à Morgan Omenko, Pouillou, Arnaud, Billy Radiem, Laetitia Femto, Maïwener, le maître de Liprane, Fly Lupus, Eddie Rockmer, Samy Langignon, Elayan, Manuel, Aegolius, Kevin Delamure, Emma Benaïm, Arthur Burger, Zakaz, Encre de Sel, Salariel M, Orionas, Jalvorondil, Super Jésus 2, Azerxim, Aseitix, Léof et l'écrivain maudit. En une seule respiration!